En 1973, Billie Jean King remporte ce qui restera dans l'histoire comme la bataille des sexes. Grâce à sa victoire contre le champion Bobby Riggs, qui s'était donné pour mission de démontrer que le tennis féminin serait inférieur à celui pratiqué par les hommes, Billie Jean King ouvre une nouvelle page dans l'histoire du sport féminin, celle de la légitimité et de la reconnaissance. C'est ce dont on souhaitait vous parler aujourd'hui avec Marina Correia, championne du monde de longboard et première femme noire à détenir ce titre, dans ce podcast réalisé en collaboration avec Lacoste. Remédier aux inégalités de genre dans le sport passera à mes yeux par offrir la même visibilité aux sportives comme aux sportifs, ce qui entraînera un changement économique. Mais grâce à la visibilité de ces rôles modèles, des jeunes filles pourront désormais s'identifier dans tous les sports et entraîner ainsi un changement sociétal. C'est l'ambition que l'on partage avec Lacoste, et c'est au cœur de la Lacoste Arena, le plus grand flagship Lacoste au monde, que j'ai reçu Marina, un lieu de rencontre qui offre une connexion entre les différentes cultures, où l'on se retrouve unis par une même passion, celle du fashion sport et du partage d'émotions. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Marina. Bonjour Louise. Bienvenue sur InPower. Merci. Aujourd'hui, vous pouvez le voir, on n'est pas dans le setup habituel. On a la chance d'être dans le Lacoste Arena, qui est le plus grand flagship Lacoste au monde. Donc on est au sous-sol, dans un espace qui est dédié au sport performance. Marina, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Tu es la première longboardeuse que je reçois. Est-ce que Marina, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Marina Correia. Je suis née au Cap-Vert. J'ai 25 ans. J'habite à Nice et je suis championne du monde de longboard dancing freestyle. J'aime beaucoup déjà cette présentation. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas le longboard, tu peux nous partager ce que c'est ? Beaucoup confondent le skate et le longboard. En fait, le longboard, c'est un mix entre le surf et le skate. Et qu'avec le temps, je dirais à partir de 2010, il y a le côté dancing, justement, se déplacer en faisant des mouvements corporels avec son corps sur la planche, tout en faisant des tricks de skateboard. En fait, ça donne le longboard dancing freestyle. Ok. Et le skate, c'est le skate classique, soit dans le bol, soit dans un skatepark, ou sinon sous du flat aussi. Et il y a aussi le longboard qu'on fait en descente, le downhill. Donc voilà, il y a deux types. Moi, c'est le longboard dancing freestyle. C'est pas de la descente comme beaucoup peuvent le penser. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es montée sur un longboard ? Alors oui, en général, je me souviens déjà de la première fois que j'étais sur une planche. Donc c'est quand j'étais plus petite, mais c'était vraiment pour jouer, quoi. J'étais assise dessus, mais je m'étais pas plus intéressée que ça. Et puis ensuite, quand je suis arrivée en France, donc quand j'avais 14 ans, c'était... en fait, ça m'a sauvé la vie, littéralement. Parce que quand je suis arrivée, je devais apprendre la langue, faire de nouveaux potes. Et bien évidemment, quand tu apprends une langue, tu as un petit accent, tu vois. Et tu as des moqueries qui viennent derrière. Et en fait, pour moi, le skate, c'était une manière pour moi de m'exprimer sans parler, en fait, tu vois. Ça m'a permis d'explorer un max mon identité et de me forger une identité aussi à travers le skate. Et j'ai commencé quand j'avais 17 ans et en fait, depuis, j'ai plus lâché. C'est vraiment comme une drogue, quoi, tu vois. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas découvert le skate et le longboard ? Tu penses ? J'ai fait du foot, donc je pense que j'aurais été footballeuse, sûrement. Mais en tout cas, ça serait passé par le sport, quoi. Ouais. Comment tu penses que ça aurait changé ton rapport au monde ? Et quand tu dis que ça t'a sauvé la vie, en fait, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu ce moyen d'expression ? Je saurais pas te répondre. Je pense que déjà, j'aurais pas été la même personne, mais pas du tout la même personne. J'aurais vu peut-être la vie différemment. Et je pense que j'aurais été une autre personne, en fait, tout simplement. J'aurais pas la même vie, pas les mêmes amis, pas les mêmes rencontres, tu vois. On serait pas là aujourd'hui, tout simplement. Exact, ouais. On serait pas ici. Donc, je ne saurais pas te répondre. Je pense d'une personne différente, peut-être avec les mêmes valeurs ou pas. Parce que à travers mon sport, j'ai subi des trucs que j'aurais pas aimé que ça m'arrive encore une fois, tu vois. Donc, je pense que j'aurais pas eu les mêmes traumas, j'aurais pas eu les mêmes expériences, j'aurais pas les mêmes amis, les mêmes valeurs. Même principe. Enfin bref, j'aurais pas été la même personne. Qu'est-ce qui fait que tu pars du Cap-Vert à 14 ans ? Tout simplement parce que ma mère s'est mariée avec un homme qui fait partie de ma vie depuis 2 ans maintenant et qui est mon papa, quoi. Enfin, mon beau-père, mais que je considère comme mon père. Et c'est juste l'amour, en fait, tout simplement. On vivait très bien là-bas, on avait une belle vie. J'étais bien, quoi, chez moi. C'est juste que à 14 ans, tu dis « Ah non, j'ai pas envie d'y aller ». Enfin, t'es obligé d'y aller, quoi. Ouais, on te demande pas trop ton avis. Exact. Ouais. Elle m'a demandé mon avis, mais sans trop me demander. C'était un oui forcé, quoi. Ok. Donc ouais, tout simplement, elle s'est mariée. Elle s'est dit que peut-être niveau études, ça aurait été beaucoup mieux pour nous. Parce que Cap-Vert, c'est un tout petit pays. Souvent, on passe par le Portugal, les États-Unis ou la France après. Après, du coup, le lycée, la fac.
Donc ça a été juste un départ un peu plus, on va dire, prématuré. Elle ressemble à quoi ton enfance au Cap-Vert? Waouh. Franchement, j'ai eu la meilleure enfance de ce qu'on peut imaginer. C'était juste parfait. J'ai toujours été entourée de beaucoup de personnes très bienveillantes, aimantes, beaucoup d'amour, beaucoup de sport, beaucoup de plage, beaucoup de soleil. En fait, quand j'imagine mon enfance, je vois un rêve, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que je retourne au Cap-Vert, je suis en paix, que ce soit mentalement, physiquement, c'est super bien. Et niveau enfance, en fait, voilà, c'était juste parfait. Comment est-ce que tu voyais l'avenir? Parce qu'en plus, j'imagine que cette arrivée en France change aussi tes plans, tes rêves, ton futur. En fait, donc, au Cap-Vert, je faisais déjà du foot, comme je t'ai dit. Donc en arrivant ici, je voulais un peu suivre ma voie dans le foot, quoi. Et le problème, c'est que quand tu arrives dans un tout autre pays, voire continent, il y a tout qui change. Culturellement parlant, c'est pas la même langue, c'est pas les mêmes réflexes, c'est une grande ville. Donc j'étais un peu perdue, mais en même temps j'étais contente parce que c'était autre chose. Tu vois, c'était la nouveauté. Donc j'étais, on va dire, excitée en fait par l'idée d'être arrivée dans un nouveau pays et découvrir en fait par la suite et potentiellement du coup forger un peu mes rêves. C'était quoi le plus dur? Tu te souviens, dans la première année, comment tu te sentais mentalement? C'était le manque, je pense. Le manque de ma famille qui est restée là-bas. Parce que j'ai la famille un peu partout, mais du coup, mes racines, tout ce qui est ma grand-mère, mon grand-père, les tantes, oncles, cousins, cousines, je pense que c'était ça vraiment le manque de la famille. Je me souviens, j'avais dit à ma mère, je vais y retourner, je ne vais pas rester ici. Et elle m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller. Tu verras plus tard que ça va aller, quoi. Donc, je pense que c'était le manque. Et donc, en 2017, tu commences le longboard. C'est ça. Quand est-ce que tu te rends compte que ça peut aller au-delà du simple hobby? Je pense que c'était quand je me suis fait sponsoriser pour la première fois, pour faire un peu la petite histoire. Donc j'ai toujours voulu un skate. Donc quand je suis arrivée, j'ai vu des potes avec un skate, j'ai dit « Ah putain, je veux un skate, quoi, c'est trop bien ». Et mon beau-père me dit « Ah non, c'est trop cher, c'est bon, on va se calmer ». J'ai dit « Ouais, mais viens, on regarde un truc pas trop cher ». Du coup, il m'a pris un cruiser. Un cruiser, c'est une planche entre le skate et une longboard, mais un peu plus petite. Tu vois, tu te balades juste avec. Et on me l'a cassé en 3e. Donc, arrivé au lycée, il me fallait une planche. Je me suis dit, voilà. Et en fait, un pote à moi m'a prêté sa board. Et depuis, j'ai pas lâché le truc. Et le 11 avril 2016, donc c'était un an avant que je commence vraiment à en faire, il y a Sector 9, mon premier sponsor, du coup, qui est venu présenter la nouvelle collection. Et je me suis dit, waouh, il y a trop de planches, trop bien. Du coup, j'ai tout essayé. C'était de 10h à midi. Je me souviens, j'ai fait une seule pause pour boire de l'eau. Et en fait, à la fin de l'event, ils nous ont dit, mais Marina, viens au shop. On a c'est à Quai 34 le shop. On a un cadeau pour toi. J'étais trop contente. Je me suis dit, ouais, j'aurai un t-shirt, des autocollants et tout. J'arrive au shop, ils me disent, quelle planche te plaît? J'ai dit celle-là. J'ai pointé du doigt à la planche en question. J'ai la photo en plus. Le gars me tend la planche comme ça et j'éclate, je pleure. Parce que du coup, j'avais pas les moyens de m'acheter une planche. Et là, on m'offre une planche complète en fait. Donc moi, j'étais contente. Je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai une planche, c'est cool. Le lendemain, je retourne au shop et le gars me dit, mais en fait, Marina, est-ce que tu es courant que tu es sponsorisée? Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Il me dit, ça veut dire que en fait, tous les mois, tu auras un paquet avec un packaging avec des boards, des roues, des vis, plein du matériel en fait gratuitement. Et je dis, mais en fait, rien n'est gratuit, donc qu'est-ce que moi je dois faire en retour? Il me dit, t'as juste à faire des photos et des vidéos. J'ai dit, ok. En fait, c'est parti de là. Et donc, encore à ce moment-là, je voyais ça un peu comme je m'amuse en fait. Ouais. Et c'est après, quand je commence à faire des vidéos, que je voyais des retours de certaines personnes. Et en 2019, quand j'ai fait ma première compétition à Paris, c'était là, en fait, je me suis dit, OK, là, c'est devenu plus qu'un simple hobby, c'est que les gens me suivent pour ça. Donc, c'est un hobby plus. Donc, tu as commencé à partager sur les réseaux. Quand tu dis les gens me suivent pour ça, c'est que tu avais déjà une communauté qui se crée autour de ta discipline? Exactement. Et donc, je me suis dit, waouh, je ne connaissais pas trop ce milieu. Moi, je connaissais le skate, je ne connaissais pas le longboard. Et c'est quand je commençais à poster que je voyais qu'il y avait d'autres personnes qui en faisaient aussi. J'ai dit, ok, ça c'est cool quoi. Avec le recul, qu'est-ce qui fait, tu penses, qu'ils ont choisi de te sponsoriser et qui l'était avec toi? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait à ce moment-là que tu te démarques? Ils me l'ont dit. Donc ça faisait que 8 mois que j'en faisais. Donc je savais pas non plus, j'étais pas la plus forte, clairement. Je commençais. Ils m'ont dit qu'ils ont vu quelque chose en moi, de par mon énergie et de comment j'étais la seule, parmi la vingtaine de personnes qui étaient là, j'étais la seule qui, d'10h à midi, n'a pas arrêté. Ça veut dire que j'ai essayé
toutes les planches. Je me donnais à fond comme si ma vie en dépendait, quoi. Et pourtant, je m'amusais, en fait. J'ai essayé d'impressionner personne parce que je ne connaissais pas ce milieu. Je m'amusais. En fait, ils m'ont dit, voilà, de par ton énergie, et on sait que tu vas progresser. Et en fait, ils n'ont pas eu tort parce qu'après, c'était vraiment devenu une passion, mais dès que j'en faisais pas, j'étais pas bien, tu vois. C'était vraiment une drogue positive, je dirais. Comment est-ce que tu passes de cette femme qui fait du longboard pour le plaisir à une athlète? Tu vois, quand est-ce que tu te le dis déjà mentalement et comment est-ce que ça change ton quotidien? Moi, je me suis toujours considérée comme une fille qui aime faire du skate. Je ne m'étais pas mis de nom athlète, influenceuse, comme parfois certains le disent, tout ça. Je ne m'étais pas mis d'un certain... Exactement. Ouais. En fait, c'est surtout par les médias en fait, qui me voyaient comme telle. Donc, Marina Correa, athlète, Marina Correa, ceci, cela. Et je me suis dit, en fait, je ne vais pas me mentir, je suis une athlète, en fait. Parce que je fais des compétitions, j'en ai gagné certaines. Donc oui, c'est ce qu'on appelle être une athlète. Mais pour moi, la première chose que... En fait, je me considère comme une fille qui aime faire du skate et qui partage sa passion et qui transmet des messages à travers mon sport. C'est surtout ça. Quel message tu veux transmettre à travers ton sport? Se faire confiance et s'aimer tel qu'on est. C'est vraiment le plus important. Parce que quand on est jeune, en fait, on se laisse guider, on est très influençable par beaucoup de choses. Et si on ne fait pas attention, on peut vite tomber dans un trou, mais un trou noir et tu ne te relèves pas. T'as déjà été influencée, toi? J'ai failli, je pense. J'ai failli de par mes fréquentations. En fait, tu te cherches et au final, tu te perds parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que je dis que le skate m'a sauvé la vie. Parce que le skate m'a guidée, en fait. Et parfois, j'en parle comme si c'était un être humain. Et les gens me disent, mais il est malade. Alors que comprendre. C'est ça. Et les gens ne comprennent pas que ce n'est pas un simple objet pour moi. C'est ce qui a changé ma vie jusqu'à maintenant, tu vois. Ouais. C'était mon meilleur ami. Quand je suis arrivée ici, 3 ans après, c'était mon meilleur ami. J'allais acheter du pain avec. Quand j'étais triste, j'allais skater. Quand j'étais contente, j'allais skater. Quand j'avais des potes, j'avais 21 ans, 22 ans, tout le monde allait boire des verres, sortir en boîte. Moi, ce qui m'excitait, c'était d'aller skater. C'était pas d'aller me poser et parler 3 heures, quoi, tu vois. Et littéralement, c'était mon compagnon, quoi. Et c'est aussi pour ça que souvent, quand les gens... après, je leur en veux pas, tu vois, mais qui viennent poser leurs pieds sur le skate comme ça, je peux essayer? Tu te demandes avant. Ouais. Là, tu touches à une part de ma personne. Quand tu mets ton pied ou que tu utilises en fait sans me demander, ça me fait pas du tout plaisir, tu vois. En fait, je vois ça un peu comme une agression de mon espace, tu vois, de mon espace privé. Tu vois, j'en parle avec tellement de passion que voilà quoi. Enfin, c'est toute ma vie. Et quand tu dis que tu as envie de partager le message de s'aimer comme on est et de s'accepter comme on est, ça a été difficile pour toi de t'accepter? Tu sais, quand j'étais au Cap-Vert, en fait, au Cap-Vert, on est un peuple on est très mixte. Il y a absolument de tout, tous les horizons, toutes les couleurs, toutes les religions. Enfin, pas toutes, mais voilà, les deux plus grosses religions, on va dire. Donc en fait, on a appris à cohabiter ensemble, à respecter et à tolérer en fait l'autre. Et je me suis jamais sentie différente parce que en fait, même si les gens ne te ressemblent pas forcément, il y a de tout, donc tu peux t'identifier un peu, voilà. Et en arrivant ici, j'ai vu des choses que je ne voyais pas. Et en fait, clairement, on me le faisait voir en fait, clairement. Par exemple, je sais que on est en France, donc la plupart des gens, toutes les personnes ne sont pas noires, on le sait. Mais il y a quand même une mixité. Une diversité que j'adore, c'est super beau à voir. Et c'est ce qui rend en fait le pays très beau. Et en fait, quand tu arrives et que dans une salle de classe, tu vois que tu es différente. On te le fait comprendre avec des petites blagues par rapport à tes cheveux, par rapport à ta couleur de peau, par rapport à plein de petits trucs. Et petit à petit, en fait, tu te renfermes. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est que je commence à me lisser les cheveux. Je détestais mes cheveux bouclés. C'était un truc, mais je ne pouvais plus voir mes cheveux. Alors qu'avant, au Cap-Vert, on avait des petits soins. On était trop contentes, les filles. On avait telle et telle marque qu'on voulait mettre pour que les boucles soient bien définies. Et ici, je voulais plus voir mes boucles. C'était impossible. Genre ma touffe, là, c'était pas possible. Donc, je me laissais beaucoup les cheveux. J'essayais vraiment de m'adapter à ce que je voyais. C'est-à-dire me mettre... ressembler à ce que je voyais. Et ça, c'est ce qui a fini par m'abattre, en fait. Parce que je me reconnaissais plus. Et c'est ce que je dis encore une fois, le skate m'a ramené, en fait, à mon essence, à ma racine. Je me suis dit, mais Marina, t'es comme ça, donc tu dois apprendre à t'aimer comme tu es. Et je pense que la personne qui a beaucoup influencé la personne que je suis maintenant, c'est Rihanna, en fait. Ouais. Je regardais beaucoup de documentaires, d'interviews, et souvent dans ces interviews, il disait si tu ne t'aimes pas comme tu es, qui va t'aimer?
Et en fait, à 14 ans, 15 ans, quand tu entends ça, ça te percute, tu vois, ça te percute et tu finis par te réveiller. C'est pour ça, en fait, que consciemment, je tiens aussi ce discours. Parce que je sais qu'il y a des gamines et des gamins qui me suivent à 14-15 ans, que je prends sous mon aile. Et je sais que mes mots ont de l'impact. On ne s'en rend peut-être pas compte parfois, mais ce qu'on dit aux enfants, ça les suit pendant des années et des années. Je suis totalement d'accord. Parfois, il suffit d'un mot pour nous donner le courage ou au contraire pour nous abattre. J'avais vu une interview de Rihanna il n'y a pas très longtemps. On lui demande genre qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? Et elle dit je ne recherche pas d'homme, commençons par là. Et genre à chaque fois elle a la punchline qu'il faut, mais oui, et je vois, alors j'ai relevé un tweet et c'est une jeune ado qui réagit à l'un de tes tweets en disant que tu l'as vachement inspirée à croire en elle. Et le tweet en question, c'était « Rien ne m'arrête, la réussite est tout ce qui compte ». Waouh, je me souviens même plus. Je me souviens même pas de ce tweet. Et je me suis dit, waouh, c'est fort, tu vois, je veux dire, affirmer voilà, ça, c'était il y a, je pense, 1 ou 2 ans. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce discours ? Et qu'est-ce qui fait que tu es à ce point-là, finalement, orienté vers la réussite et la compétition ? Je pense que c'est toujours d'actualité. Et ça sera pendant très longtemps. Parce que plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai beaucoup d'influence auprès de beaucoup de personnes, que ce soit des personnes plus âgées que moi, plus jeunes. Et je pense que je me dois ça et je leur dois ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me voient vraiment comme, je dirais pas la porte-parole, mais ils me voient comme une représentation. Et actuellement, celle qui, dans mon domaine, ouvre un peu les portes par rapport à beaucoup de choses. Et je peux pas les lâcher, en fait. Et quand je parle de ma réussite, je parle de la réussite de toutes les personnes qui se sentent représentées par ma personne, par mon histoire ou par en fait mon vécu et la manière dont je vis ma vie en fait. Ouais. Donc je peux pas lâcher. Mais quand tu dis que la réussite est tout ce qui compte, est-ce que ça signifie que si tu n'avais pas le palmarès que tu as ou que tu n'auras pas à l'avenir que des victoires, tu vivrais ta pratique comme un échec ? Après, quand je dis la réussite, c'est tout ce qui compte, ça ne veut pas forcément dire que c'est forcément sportive ou gagner. Ouais. C'est vraiment la réussite, la paix mentale en fait. La paix mentale et bien évidemment, du coup, la réussite, je dirais en termes de sa vie en globalité. Quand tu arrives à un point, tu te dis, est-ce que j'ai réussi ? Parce que là, on me pose la question, est-ce que j'ai réussi ? Je dirais non. Pour l'instant, je n'ai pas encore réussi. Parce que je n'ai pas la paix mentale que je voudrais avoir. Pourquoi tu penses que tu n'as pas cette paix mentale ? Parce qu'il y a beaucoup de pression. En fait, quand tu es une personne, malgré le fait que tu ne te considères pas comme un modèle et que tu veux forcément être à la tête de tous les trucs, les gens te mettent une pression. Et tu ressens la pression et parfois tu te restreins de faire certaines choses par peur de faire des erreurs. Parce que si tu fais des erreurs, soit on t'aime mais beaucoup, on te glorifie à la mort, soit on va te tomber dessus mais on aurait dit que tu es la pire de personne de la Terre. Tu l'as déjà vécu ? Ah oui. Quand ça ? Je dirais que c'est souvent quand tu ne parles pas de certains sujets, par exemple. Quand t'en parles pas, non, pas quand t'en parles. Non, alors ça dépend, quand t'en parles et quand t'en parles pas. Ouais. Parce que peu importe ce que tu fais... Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué particulièrement En fait, pendant la période un peu Black Lives Matter, tu vois. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et parfois, en fait, je choisis de garder le silence pour préserver ta paix parce que tu n'arrives pas, en fait, à gérer. Et parfois, quand t'en parles, on va dire « Ah, ça y est, elle suit le moule, elle fait comme tout le monde. » Enfin, tu vois, et du coup, tu sais pas trop comment faire. Est-ce que tu en parles ? Est-ce que tu n'en parles pas ? Enfin, il y a beaucoup de sujets où je me dis il faut que j'en parle parce que y a des personnes qui me suivent et je pense qu'ils devraient être informés de ce qui se passe. Après, tu te dis en fait, les gens sont sur les réseaux, ils voient ce qui se passe. Et quand tu en parles dans la vraie vie, tu vois en fait que les gens ne savent pas ce qui se passe. Du coup, maintenant, je me dis, tu sais quoi, je m'en fous. Si j'ai envie d'en parler, je vais en parler. Et si je sens que c'est néfaste pour ma personne, j'en parle pas. Et si je le fais, ça sera dans mon coin, en allant à des manifs ou en faisant autre chose. Mais tu sens que tu es beaucoup guidé par rapport à ce que les gens pensent finalement. Parce qu'on est souvent là avec des discours, ouais, je m'en fous de ce que les gens pensent, je suis moi-même. Mais au final, on sait au fond qu'on s'en fout pas. On réfléchit quand même à ce que les gens vont dire de toi, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi. Surtout quand tu es une personnalité publique. Parce que beaucoup se cachent par rapport à ça. Ils disent, ah, mais c'est une personnalité publique, donc on a le droit de l'attaquer, on a le droit de dire ça. Et c'est très facile de te blesser parce que sur Internet, tu trouves un peu ta vie, un peu ce que tu dis. Et il suffit que tu fasses une erreur de vocabulaire, une erreur dans un contexte, quel qu'il soit, qu'on va te tomber dessus. Ah, mais elle a dit ça en 2020. Ah, elle a dit ça
Mais les gens grandissent, les gens évoluent. Donc, les erreurs, on apprend de ses erreurs. Ah, le droit à l'erreur, je suis C'est vraiment ça. pour le réhabiliter. Et du coup, c'est bon pour ça que souvent, tu es un peu comme un robot. Tu essaies de pas trop. Voilà, tu es sur on va dire une ficelle. C'est vrai. C'est hop, on se calme, tu vois. En fait, ce qui est très dur, je trouve, c'est que on attend de toi d'être qui on veut que tu sois. Oh, merci, c'est tellement ça. Donc, en fait, les personnes qui nous suivent, c'est vrai, projettent sur nous une image et du coup des attentes, mais qui ne sont pas forcément qui nous sommes. Et donc, on peut les décevoir sans n'avoir rien fait d'autre que ne pas correspondre à l'image qu'ils se faisaient de nous. Et c'est vrai que c'est difficile à accepter de dire, en fait, écoutez, je suis désolée, mais je suis comme ça. Et donc, en effet, parfois, en fait, pour ma santé mentale, je préfère ne pas prendre la parole. C'est pas contre vous. Peut-être que vous attendiez que je prenne la parole sur un sujet, mais il faut savoir placer, je pense, sa santé mentale avant tout, quoi. Faut prêcher aussi ce qu'on partage, tu vois. Il faut qu'on l'applique à nous-mêmes avant de le partager aux autres. Et il y a quelque chose aussi que moi, personnellement, je me dis, mais à chaque fois, ça devient waouh, quoi. C'est par rapport à notre corps. Tu vois, moi, je suis, de par mon vécu, je ne montre pas trop mon corps. Mais je le fais naturellement, en France en tout cas, parce qu'au Cap-Vert, c'est différent. J'ai grandi autrement, donc j'ai plus de liberté par rapport à mon corps. Donc, je ne le montre pas forcément. Et quand je le fais, souvent, du coup, quand je ne le fais pas, souvent, tu as beaucoup d'hommes qui me disent « Ah, mais vous voyez, Marina, elle n'a pas besoin de montrer son corps pour réussir. Marina, si. » J'ai dit « Mais en fait, c'est pas besoin de me faire des compliments pour tacler d'autres femmes. » Je suis pas du tout d'accord avec ça. Et quand je monte mon corps, parce que je suis en maillot ou autre, c'est « Ah, mais t'as pas besoin de ça. » Mais je fais ce que je veux, en fait. C'est la définition du male gaze. Les hommes partent du principe que ce qu'on fait leur est destiné. Donc quand on montre pas notre corps, c'est parce que on veut pas leur montrer. Et quand on le montre, c'est parce qu'on cherche à attirer leur attention. Mais non, c'est pour nous qu'on le fait, ou non, tu vois. Là, tu viens de dire un truc qui je vais justement rebondir sur ça. C'est pareil dans le skate. Dans le skate, en fait, quand tu es une fille très féminine, tu fais du skate, t'es bien, t'es bonne dans ce que tu fais. Ah, ça y est, elle fait ça pour attirer l'attention des mecs. Tout est autour des mecs. Elle fait ça pour attirer l'attention des mecs. Ah, mais qu'est-ce qui est en jupe? Ah, qu'est-ce qui est en pantalon, en short court? Et en fait, de l'autre côté, je vais parler de la fille qui me ressemble un peu, voire même de moi-même, une personne qui n'est pas très féminine, ou du moins, je souhaite que c'est quand je le souhaite, quoi. Pas très féminine, qui met des pantalons baggy, gros pulls, casquettes, etc. C'est, ah purée, elle skate comme un mec. Ou elle est aussi forte qu'un mec. C'est toujours tourné vers le référentiel, mec, en fait. c'est le masculin. Exactement. C'est comme le terme garçon manqué. Ouais. C'est une fille, t'es ratée, t'aurais pu être bien, mais t'aurais pu être un garçon, mais vu que voilà, c'est manqué. Tu vois, parce que t'es une fille. Genre, t'es fort dans ce que tu fais, mais parce que t'es bonne dans ce que tu fais, mais tu n'es pas un garçon, donc raté. Tu vois, et ça, je déteste. Pendant longtemps, j'ai entendu ce terme, même moi, je l'employais avant. Et quand ma prof, c'était une prof de je sais plus quoi d'ailleurs, mais c'était à Menton, et c'est elle qui nous avait dit ça, et en fait, ça m'est jamais sorti de la tête. Et à chaque fois que les gens l'emploient, j'ai dit, quitte à passer pour la meuf relou, je le dis. J'ai dit, écoutez, ça se dit pas. Ah, mais pourquoi machin? Ah, t'es relou? Non, je te dis pourquoi ça se dit pas. Je dis, personne n'est raté ici. On est qui on est, et c'est tout, quoi. Et surtout, ce qui est significatif, c'est que l'inverse n'existe pas. Bah oui. On ne dit pas de certains hommes qu'ils sont des filles manquées, non. Ce qui montre bien qu'il y a une espèce de hiérarchie entre les genres, encore aujourd'hui. Et c'est vrai, particulièrement dans le skate. Ah non, mais oui, dans le skate, par exemple, il y a des vidéos sur Instagram que je regarde parfois, et parfois c'est même des filles qui me le disent, tu vois. C'est quand on a des filles super mignonnes, en jupe et tout, elles sont super fortes, hein, mais parce qu'elles sont en jupe et parce qu'il y a beaucoup de vues. Ah, mais elle a beaucoup de vues parce qu'elle est en jupe, elle a beaucoup de vues parce que c'est une fille et ceci et cela. J'ai dit, mais en fait, ça ne vient pas à l'esprit qu'elle fait des choses que tu ne sais pas faire, qu'elle est aussi forte que toi ou autre. Et souvent, pas souvent, mais je dirais, il y a des fois où ça vient des filles, en fait, qui en fait, alimentent ce truc. C'est vrai. Qui, parce qu'elles ne se mettent pas en jupe, parce qu'elles trouvent que c'est pas skateable de skater en jupe, qu'elles vont transmettre en fait, tout ce discours par rapport à ce qu'elles pensent ou à ce qu'elles entendent de la part des gars. Et je me dis, mais ça devient pénible. Tu peux même plus skater comme tu veux, quoi. C'est un vrai sujet que tu soulèves, je trouve, et je suis sincèrement convaincue que si on veut changer le statu quo,
il faut que certaines personnes osent, entre guillemets, transgresser les normes, parce que les normes sont des constructions sociales, c'est pas des vérités, c'est pas naturel. Et donc, c'est vrai que si on se surprend nous-mêmes à s'empêcher de faire quelque chose parce qu'on a peur que ce soit interprété d'une certaine manière, tu vois, ça peut être genre, je sais pas, s'habiller d'une certaine manière, à un entretien ou quoi. Enfin, je sais que moi, personnellement, je choisis toujours de faire ce que j'ai envie de faire et pas ce qui sera perçu de telle manière, parce que je me dis que sinon, si moi-même, je contribue à perpétrer en fait ces schémas, ça ne changera jamais. Et donc, il faut, entre guillemets, avoir le courage d'être peut-être celle ou celui qui va transgresser la norme. Parce que je pense que, tu vois, c'est con, mais les pantalons pour les femmes, je veux dire, 60 ans en arrière, ça ne se faisait pas. Et c'est parce qu'il y a des femmes qui ont commencé à dire, en fait, moi, j'ai envie de porter des pantalons, c'est pas censé appartenir qu'à un genre, qu'aujourd'hui, c'est complètement banalisé, tu vois. Et je pense que souvent, quand on s'empêche de faire les choses, on ne se rend pas compte que, oui, en fait, tout n'est qu'une question de temps, finalement, et que si il y a une règle ou une norme qui n'a pas de vrai fondement, qui est vraiment juste une décision arbitraire, en fait, on peut être la personne qui va le remettre en question. Et pour revenir sur ça, moi, il y a des filles qui m'ont dit, ou même qui m'ont écrit, qui m'ont dit, parce qu'on t'a vu ce qu'était en brassière ou le caleçon qui dépasse, du coup, elles osent aussi le faire. Parce que je sais que c'est beaucoup dans la mode en ce moment d'avoir un petit caleçon qui dépasse. Mais moi, je le fais pas pour la mode, c'est que juste c'est confortable, quoi. C'est trop bien. Ouais. Même quand tu tombes, ça t'évite d'avoir des blessures sur le côté ici, parce que t'as une petite couche qui est au-dessus de ton pantalon, quoi, tu vois. Amorti. Ouais. Et, exact. Et en fait, déjà, je trouve ça beau, confortable. Et puis, c'est mon style, quoi. C'est comme moi, j'aime m'habiller. Avant, je skatais beaucoup en short, pas super court, mais en short vraiment qui me serrait un peu la cuisse. Et j'avais trop mal, parce que quand je tombais, vraiment, ça tapait. Ouais, et c'est bien pour ça que maintenant je skate en jean baggy ou des shorts un peu larges, tout simplement pour le confort, même pour quand tu bouges, tu sens que tu es à l'aise, quoi. Tu vois. Est-ce que tu penses que cette omniprésence masculine, cette virilité propre aujourd'hui au milieu du skate empêche à certaines femmes de pratiquer le sport ? Yes, clairement, oui. Clairement, je vais pas dire oui, c'est la faute des mecs, ça y est, c'est les méchants de l'histoire. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on dit. Hein. C'est juste, en fait, par en fait, à cause de la société, à cause de ce qu'on voit à la télé ou même leur comportement parfois, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, leur comportement parfois, t'as pas envie, en fait, t'arrives, c'est pas ton premier réflexe d'aller vers un groupe de mecs et skater avec eux. Tu vois, si tu as une fille, c'est la seule fille, tu vas forcément aller vers une fille. Et pour faire vraiment très court, en fait, sur la promenade des Anglais, là où je skate, quand t'as un nouveau gars qui arrive, son premier réflexe, c'est d'aller vers les mecs, checker les mecs. Et ensuite, il vient te voir. Et par contre, quand c'est une fille qui arrive, forcément, il va venir vers moi. Tu vois ? Parce qu'on se sent beaucoup plus safe. Et c'est pour ça aussi que j'ai en ce moment un groupe avec une 30aine de filles sur Instagram où en fait, on fait des sorties tous les mois. Où en fait, juste on skate ensemble, celles qui savent un peu, les débutantes, on va dire, on les aide. Et le but, en fait, de ça, c'est de ne pas faire un truc anti-mec, c'est juste les motiver à skater toutes seules plus tard, ou même qu'elles se créent un lien entre elles, parce qu'on n'est pas à Paris, on est à Nice, et à Nice, il n'y a pas vraiment beaucoup de skateuses, tu vois. Et c'est vraiment pour les motiver que je fais ça. Je le fais gratuitement, c'est même pas pour me dire je gagne de l'argent avec ça, c'est pas du tout ça. C'est que vraiment, je me dis, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune fille sur la prom, donc je ne pouvais m'identifier à personne. C'était, vas-y, go. Ça demande un certain niveau de confiance en soi, quand même. Hein. Et une fois que les gars, c'est pas toujours ça, hein, mais une fois que les gars voient que t'es pas intéressé, on va dire que t'es pas hétéro, ils vont te traiter comme un petit frérot, tu vois. C'est limite, on va te prendre pour un mec aussi. Ça, mec, non, viens, on va skater, machin. Ça va te parler des filles avec toi comme si c'était des objets. En fait, c'est là que du coup, moi, j'interviens, je les éduque en fait, en quelque sorte. Je dis, mais en fait, c'est pas comme ça qu'on parle aux filles. C'est pas en parlant de ses fesses ou en la sifflant que tu vas réussir à avoir quoi que ce soit. Après, heureusement, ils sont pas tous comme ça. J'ai des mecs, j'ai des potes qui sont avec moi, c'est des pépites, c'est des amours, tu vois. Et malheureusement, il y a des gars, tu peux pas faire autrement. Il y en a un, il m'avait dit, il m'a envoyé un message en privé en me disant, ah purée, j'ai pas réussi à skater aujourd'hui parce que je regardais tes fesses. Qu'est-ce que tu crois qu'on va faire, mec ? Tu crois qu'on va te dire merci ? En fait, le truc, j'ai dit, tu sais, t'as le droit de regarder. Franchement, mes fesses sont là, tes yeux sont là, regarde, apprécie. Hein. Mais pourquoi tu me le dis ? Je me le dis pas. Skate en paix, mon gars. Je sais pas, me le dis pas, en fait. Tu vois ? Et c'est à cause des trucs comme ça
tu te dis, c'est pas flatteur, en fait, parce que non. tu te sens juste regardé. Puis, en fait, moi, je trouve ça terrible. Je veux dire, t'es une championne du monde de longboard et en fait, encore une fois, on te réduit à ton apparence physique. Tu vois, il a même pas dit genre, tu m'as impressionné, t'as trop bien skaté. Et by the way, t'es jolie, tu vois, il a le droit de te le dire, mais juste le premier truc qu'il t'envoie, c'est te complimenter sur ton mais ça, c'était fessier. même avant, hein. C'était même avant. C'était même avant les compétitions et tout ce travail-là, tu vois. Enfin... Et dans les compètes, t'as subi du sexisme ? Non, du tout. Ok. Du tout. Dans les Il y a compètes, une en fait... reconnaissance, on va dire, des athlètes Par rapport au skate, le longboard, c'est un point, c'est là où en fait on est, je trouve que c'est bien. Alors avant, il y avait une différence de prix par rapport à ce que les garçons gagnaient et les femmes gagnaient au niveau de l'argent. Et ça a changé grâce en partie à une personne, Jiu. Du coup, maintenant, on a le même price money, tu vois, on gagne la même somme. Et en fait, cette communauté, c'est une pépite. J'ai rarement entendu des grosses histoires de sexisme, de violence ou autre. Après, je dis pas qu'il y en a pas, hein. Mais de ce que moi, j'ai par rapport à mon vécu personnel, j'ai pas eu droit à ça, j'ai pas ressenti... Enfin, si, tu sens quand même qu'il y a des gars qui vont te dire « Ah, mais elle, là, elle est sponsor parce que c'est une fille, elle sait faire que ça, elle sait faire que certains trucs. Moi, je sais faire plus qu'elle. » Et à chaque fois, quand je parle à ces gars-là, je leur dis « Mais vous savez que pour moi, être un champion, une championne, c'est pas de savoir faire des millions de tricks et d'être le plus fort au monde, la plus forte au monde, parce que beaucoup peuvent croire que c'est ça, en fait, que t'es championne, donc t'es la plus forte. En fait, être champion ou championne, ça inclut beaucoup ta personnalité aussi. Comment tu traites les gens, comment tu parles aux gens, tes performances durant les compétitions, mais pas que, ton comportement et en fait ton discours aussi. Donc pour moi, si t'es là, tu gagnes juste une compétition, mais t'es une merde à côté, pour moi, t'es pas un champion. Et ça, vraiment, je le dis, je le répète, quoi. Parce que t'as beau gagner la compétition, mais aux yeux de tout le monde, t'es juste pas inspirant, tu tacles tout le monde, t'es juste arrogant, en fait, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que, moi, je me dis, t'as juste gagné une compète, mon gars, t'es pas un champion. Ouais. T'es C'est pas aussi un champion. une mentalité, quoi. Exactement, c'est une mentalité. Toi qui connais d'autres athlètes féminines, c'est vrai que pour avoir échangé avec certaines, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réalité du sexisme dans le sport de haut niveau qui continue. Comment tu vois aujourd'hui, toi, la place des femmes dans le sport ? Je pense que elles méritent d'être là où elles sont, sans qu'on ait quoi que ce soit à dire, en fait. Tout simplement. Femme est synonyme de pouvoir pour moi, tout simplement. Parce qu'on est quand même à l'origine du monde, tu vois. Donc, qui êtes-vous qui êtes-vous pour dire... en fait, pour juger tout simplement notre place et de ce qu'on mérite ou pas, et pourquoi ou pas on est sponsorisé. Parce que je vais revenir à mon sport, souvent dans notre discipline, beaucoup disent que voilà, les hommes sont plus forts que les femmes, mais j'en connais un tas qui sont beaucoup plus fortes, tu vois. Et beaucoup sont quand même, quand elles sont sponsorisées, on remet en question le fait qu'elles soient sponsorisées, tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Et qu'il y a une volonté tu vois, de marketing derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Que ce soit pas une question de compétence. Exactement. Et je trouve ça, c'est pas bien, c'est pas cool, tu vois. Ouais, elles doivent prouver 2 fois plus, en fait, j'ai l'impression. Exactement. Tu dois prouver doublement, en fait, tes capacités. Et j'en suis la preuve. Parce que moi, actuellement, genre là où je skate, personne ne va remettre en question mon niveau. Parce que déjà, de 1, ils se sentent quand même assez rapprochés de par le fait que je suis pas hétéro. Donc ils se disent, elle est dans notre camp, entre guillemets, tu vois. Et ils me voient pas totalement comme une femme. Et ça j'ai déjà réfléchi. Ils savent que je suis une femme, je me considère comme une femme, mais dans leur tête, elle skate comme un mec, elle traîne avec nous, donc elle fait partie des nôtres, tu vois. Mais je sais que ça dérange aussi beaucoup, tu sais, quand tu fais plein de campagnes, tu participes à plein de trucs, et tu reçois des vêtements gratuitement, et tu as une forme de jalousie. Il y en a certains qui vont te dire « Ah, mais elle a tout ça alors que je sais faire la même chose qu'elle. » Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. C'est marrant parce qu'il y a une question d'ego presque, j'ai l'impression aussi de... Enfin, c'est quand on y pense, pourquoi est-ce que certains hommes s'offensent qu'une femme soit meilleure qu'eux alors que l'inverse n'est pas vrai, tu vois. Genre, si moi, un mec est meilleur que moi en danse, j'applaudis des 2 mains, alors que la danse est censée être un sport, tu vois, féminin, si on est dans les stéréotypes. À l'inverse, tu vois, que ce soit dans le foot, enfin, je sais, par exemple, pour rencontrer une footballeuse, genre, les mecs, ils sont pas bien, quoi. Comme si ça les remettait en question. Alors que finalement, tu pourrais juste dire, bah bravo, en fait. C'est parce qu'ils nous aiment pas, voilà. Pas d'histoire.
Non, mais voilà, juste pour revenir sur le rôle de la femme dans le sport, moi, je pense que c'est nécessaire pour les futures générations. Et les filles, on a notre place, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de débat là-dessus. On a notre place avec nos physiques, enfin, avec notre propre physique, nos capacités. Tout le monde a sa place, tout simplement. C'est à 23 ans que tu remportes, du coup, le championnat du monde. Qu'est-ce qui fait, rétrospectivement, entre Marina à 17 ans, Marina à 23 ans, qu'est-ce qui t'a permis d'arriver au sommet? Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais en fait, parce que de base, moi, les compétitions, je m'en foutais. J'ai dit, mais pourquoi j'irais faire des compétitions? Ils me disent, ah, mais vas-y, on s'en fout, ça peut être marrant et tout, vas-y, fais-le. Donc, à partir du moment où je commençais à faire des compètes et que je voyais que, en fait, mes entraînements, enfin, ce que j'appelle des entraînements, c'est quand j'allais m'amuser, ça portait ses fruits. Je pouvais avoir une reconnaissance par rapport à des sponsors, par rapport à plus de gens qui te voient, en fait. Et encore une fois, les gens tu ne savais pas que tu existais, boum, et tu vois, ah purée, elle me ressemble, tu vois. Genre, parce que c'est quand même un sport où ça demande beaucoup d'argent, parce que c'est cher, tu vois, un skate, une longboard. Tu peux nous partager les prix pour peut-être celles et ceux qui ne sont pas au courant? C'est très très cher. Je dirais, ça va dans une board complète, ça peut aller à 395, voire même 400 balles parfois. Okay. Sinon, tu as des trucs un peu moins chers, mais c'est toujours dans la fourchette des 200, 300. Tu vois. Et plus tu prends un truc haut de gamme, tu payes un peu plus cher. Et en revanche, ça se casse pas très vite, pas comme en skate. Ça se casse vraiment. Faut vraiment y aller pour le casser. Mais c'est quand même assez cher, surtout par rapport à les chaussures, en fait. Ça use beaucoup, les chaussettes. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, quand je t'ai dit, donc je suis arrivée en France, donc quand tu as quand même une barrière au niveau de langage, tu n'es pas très à l'aise pour chercher du taf. Et en fait, tu n'es pas comme une ado qui est née ici et qui a 17 ans travaille déjà, tu vois. Tu as quand même beaucoup de lacunes avant. Donc forcément, moi, pour m'acheter, par exemple, une paire de chaussures ou des chaussettes, c'est que vraiment ma mère, vas-y, je te l'achète, tu vois. Mais c'était pas... Parce que nous, on a grandi comme ça. Quand t'as pas, t'as pas. Tu te contentes de ce que t'as, tu vois. Et donc, je me retrouvais à mettre 5 chaussettes. Je les enfilais. Parce qu'en fait, vu que j'avais un trou dans ma chaussure, quand il y a une paire de chaussettes qui se trouve, t'as la deuxième qui, tu vois, une petite couche derrière. Et j'en mettais peut-être 2, 3. Parfois, vraiment, quand c'est la cata, j'en mettais plein. Et parfois, je saignais aussi du gros doigt. Les orteils, ouais, je saignais. Et franchement, je ne voyais pas ça comme oh purée, j'ai des trous, j'ai envie de pleurer, je suis pas bien. En fait, j'étais contente parce que je pouvais skater, en fait. Je dis purée, je mets des chaussettes là, ça va le faire. En fait, je me contentais, exactement. Je me contentais de ce que j'avais. Et je ne m'en plaignais pas, j'allais pas taper, genre en mode me dire ouais, maman, il faut absolument que je prenne mes chaussures et tout. J'ai appris justement à me contenter de ce que j'avais. Et quand je commençais à avoir justement des paires gratuites, j'étais trop contente. J'ai dit purée, genre là ça veut dire que je paye pas, j'ai une board gratuite, j'ai des chaussures, des chaussettes gratuitement. Et du coup j'ai toujours été reconnaissante de ce que j'avais et de ce que j'ai jusqu'à maintenant. Et quand je vois des gens dans la nécessité, des potes à moi qui ont besoin de roues, qui ont besoin de chaussures, on fait pas la même pointure, hein, mais par mes connaissances et mes contacts, quand on m'envoie un truc, je dis, est-ce que tu peux rajouter une paire genre taille 40 par exemple pour un pote? Et ils le font sans problème, tu vois. Donc, ouais, non, il y a une solidarité, j'ai l'impression, dans la communauté qui est assez impressionnante. Clairement. J'ai lu également, du coup, quand tu participes à ce championnat du monde, c'est en pleine période du coup de pandémie, de Covid, et donc la compétition devient digitale. Exact. Et qu'en fait, du fait de la participation à la compétition, sinon tu n'aurais très certainement pas pu participer. Comment, ça je me dis, c'est terrible. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, t'as remporté ce championnat, t'aurais pu passer à côté parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas accessible à tous. Non, vraiment pas. Je dirais même inaccessible pour les personnes qui vivent en Amérique du Sud. Parce que c'est la plupart des gens que je connais qui skatent là-bas, ils n'ont pas tous les moyens de venir déjà en Europe avec le visa, tout ça, l'argent, parce que ça coûte un peu plus cher. Donc, il y en a très peu qui viennent. Il y avait même une année, il y avait une seule personne d'Amérique latine. Donc, c'est pas accessible à tous. Et moi, j'ai eu de la chance. Alors, pour moi, cette compète, il y a eu beaucoup de polémiques là-dessus parce que c'était en ligne, tu vois. Donc, pour certains, c'était pas légitime. Mais pour moi, c'était un challenge différent. Et surtout que l'année d'après, j'ai participé. Les gars, j'étais sur le podium, en fait. Donc, c'était pas mon talent, c'était pas ça. C'était vraiment le fait que j'ai eu beaucoup de médiatisation après ça. Et que, forcément, pour te tacler, mais c'était en ligne, tu vois. Mais moi, je leur dis, les gars, en fait,
le problème, c'est que on a fait une première vidéo qu'on a mis en ligne sur Instagram. À partir de là, les jurys ont regardé, donc tu as été qualifié. Donc moi, j'étais qualifiée, j'étais 2e dans la qualification. Quand on était allé en finale, là, par contre, on n'avait pas le droit de poster. Donc ça veut dire qu'on ne voyait pas ce que ton adversaire faisait. Donc quand tu ne vois pas ce que ton adversaire fait, tu es obligé de donner le meilleur de toi-même. Tu es obligé de te surpasser, de te dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait en 1 minute. Et surtout que je l'ai fait en one shot, tu vois. J'ai peut-être refait parce qu'il y avait des passants, donc ça m'a arrêté dans ma line. Mais quand je l'ai refait, tu vois bien, à ma tête, à la fin, j'étais trop contente. Ouais, j'ai réussi. Parce qu'enfin, il n'y a plus de passants sur la promenade des Anglais. C'est impossible ce qui était correctement parce qu'il y a trop de gens qui passent. Donc bref, je participe en ligne. Donc j'ai dit, mais en fait, c'est pas comme si j'avais volé la compétition. Je l'ai gagné parce que les jurys, ils m'ont envoyé 4 mails en me demandant, est-ce que j'ai modifié la vidéo? J'ai dit, non, les gars, je vais juste vite. En fait, ils m'ont relancé, oui, mais ça va vite et tout. J'ai dit, mais en fait, vous regardez la vidéo, je sais pas. Et en fait, ils se sont excusés après. Parce que, bien évidemment, ils ont vu que les vélos roulaient normalement et qu'à moins que, je sais pas, je sois une ouf de la technologie, comment je peux modifier que ma vitesse sur une vidéo? C'est plutôt flatteur. Hein. S'ils pensaient c'est ce qu'ils m'ont dit, mais moi, ça m'a saoulé à un moment parce qu'ils remettaient en question comme si j'avais triché, tu vois. En fait, après, ils se sont excusés, ils me disent non, en fait, prends ça comme un compliment parce que, effectivement, tu vas très vite et c'était parfait, quoi, tu vois. Et du coup, après ça, quand je gagne, déjà, j'y croyais pas parce que, franchement, à vrai dire, en finale, il y avait des meufs, j'ai dit, waouh, purée, elles ont trop géré. J'ai dit, elles ont trop géré. Quand j'ai vu leur line, j'ai dit, waouh, elles ont trop géré, jamais je serai première. Et en fait, quand on m'a dit, 3e, c'était une brésilienne, non, 3e, c'était une taïwanaise, une russe, je sais plus. 2e, brésilienne, j'ai dit, ah, Marina, ça y est, j'ai dit, toi là, j'ai dit, finito. Et là, j'ai vu mon nom, j'ai dit, putain, je crois que j'ai crié. Je crois que j'ai balancé mon téléphone. J'étais trop contente parce que je me suis dit, j'ai relevé un défi. Parce que je ne voyais pas ce que les autres ont fait. Donc, j'ai donné juste le meilleur de moi-même, tu vois. Bien évidemment, c'est pas pareil quand tu es dans une compète et que tu as tout le stress, les gens te regardent, etc. C'est pas la même. Et c'est bien pour ça que, parce qu'il y a eu des critiques, bon, après, il y a eu des gens qui, voilà, m'ont félicité, mais il y a eu des critiques, je me suis dit, mais en fait, vu que vous critiquez, je vais participer, du coup, l'année prochaine, dans la vraie vie, quoi, tu vois. Comme ça, vous allez voir que c'était pas modifié, que j'ai toujours le même talent que sur la vidéo. C'était où l'année d'après ? C'était au même endroit, c'était à Eindhoven, aux Pays-Bas. C'était en avril. Et j'ai fini 2e, tu vois. Et c'est la première fois que tu rencontres la communauté internationale du longboard ? Ouais, je crois que c'était ma première fois, ouais. Comment tu le vis ? J'ai vu beaucoup de nouvelles têtes, beaucoup de personnes, beaucoup de figures différentes, chacun raidait de sa manière, tu vois. Et toujours la même entraide. Enfin, je trouve ça assez fou quand on parle, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la même... Enfin, dans tous les sports, je trouve qu'il y a quand même le respect de l'autre et de ses capacités, mais... J'ai l'impression que là, ça va au-delà. C'est presque une amitié. Une famille, c'est une famille. Alors qu'en fait, c'est des concurrents, quand même, tu vois. Mais en fait, c'est ce qui est beau dans le skate, c'est que, en fait, quand on a un pote qui tombe, t'es en mode, ah, vas-y, la limite, tu l'insultes, vas-y, lève-toi. Nan, nan. Et quand il réussit, on est là, on est grave content. Tu vois, on voit pas ça en mode, putain, il a réussi, il fait chier, tu vois. On est super content et c'est pareil en compétition. Moi, quand je fais la compète et que je vois des filles qui sont mes concurrentes, en fait, je suis censée les écraser, tu vois. Je vois pas ça comme ça. J'ai réussi, je lui ai dit, vas-y, trop bien. Là, j'étais jurée dernièrement au championnat d'Europe. Et tu me voyais dans le jury, je criais, je me levais, je les applaudissais. C'était des concurrentes à moi les années d'avant, tu vois. Et en fait, je sais pas, on a une sorte d'adrénaline et de immense amour parce qu'on fait qu'on aime voir en fait la beauté de l'exécution du trick, c'est la figure. Que en fait, tu es en mode, vas-y, quoi. T'es pour à ce que la personne se donne le meilleur d'elle-même, tu vois. Qu'est-ce qui te motive à devenir meilleure ? Je pense que ce qui motive à être meilleure, c'est que je trouve que j'ai pas encore atteint la personne que je voudrais être, tu vois. Parce que j'ai que 25 ans et je me dis peut-être que dans 5 ans, je serai pas la même, je serai peut-être meilleure ou peut-être plus mauvaise, je sais pas. Mais du coup, je me dis, faut toujours en fait que je sois meilleure qu'hier. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien hier que je pourrais améliorer aujourd'hui ? Tu vois. Et comment tu fais justement pour progresser de jour en jour ? J'essaie d'être moi-même. Déjà, ça, c'est vraiment la base de tout. D'être moi-même, peu importe le contexte et là où tu es. Par exemple, quand il y a des événements ou autre, je suis moi-même. Je ne sais pas de m'habiller autrement. Je dis, en fait, moi, je suis une skateuse dans l'âme. Donc, quand je vais à un événement, il y a toujours une petite pièce où je cale mon identité, en fait. Et là, c'est quoi ? Là, c'est la casquette ? Ouais, voilà, je cale un peu mon identité parce que je me sens à l'aise en fait. Ouais. Si tu m'enlèves la casquette, je me sentirais comme une personne banale qui fait un podcast, tu vois. Parce que en fait, c'est vrai que c'est du fun, c'est de l'amusement, mais
quand ça devient aussi ton métier, ta source de revenus, voilà, en effet, il y a une pression qui s'ajoute. Et donc, comment est-ce que tu réussis à allier performance et plaisir, tu vois? Comment est-ce que tu as changé tes entraînements c'est un vrai aussi? sujet, la purée. Là, tu as touché un vrai sujet. Comment j'arrive pas. C'est justement la cause de pas mal de trucs qui ont un peu basculé dans ma vie personnelle en ce moment. Parce que j'arrive pas, en fait, à faire la différence entre mon travail et ma vie personnelle. Parce qu'en fait, mon travail, c'est ma vie personnelle, entre guillemets, tu vois. Et du coup, j'ai du mal à me détacher un peu de ça. Parce que moi, je dis souvent qu'il y a une Marina skate et une Marina, tu vois. Marina qui est née au Cap-Vert et qui connaissait pas le skate avant. Et après, tu as Marina skate, tu vois. C'est une Marina, malgré moi, le skate est rattaché à ma personne. Parfois, quand je sors avec des potes ou quand je fais de nouvelles connaissances, forcément, tu en as une qui va me dire « Ah, mais c'est pas toi la meuf qui skate, ah, mais c'est toi. » Du coup, j'ai dit « Oui, c'est moi. » Et là, en fait, tu as des questions à foison sur toute ta vie. Et je me retrouve forcément à parler du skate, forcément à parler de ma personne en tant que skateuse. Mais j'ai l'impression que les gens ne s'intéressent pas à moi en tant que personne juste, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, j'oublie un peu que je suis aussi une personne qui, à part la skateuse, quoi, tu vois. Au-delà du skate. Exactement, qui a une vie personnelle et que je mange pas skate, je dors pas avec ma board, je me lave pas avec, tu vois. Ouais. Et parfois, en fait, tellement il y a eu ça que maintenant, je me vois pas autrement que comme une skateuse, quoi, tu vois. Comment ça a changé là, que tu disais que ça a eu un peu un bouleversement aussi dans ta vie perso. Comment ça a impacté ta vie perso? C'est que je pense que ça m'a rendu un peu égoïste, mais dans le sens où je préfère aller skater qu'aller voir des gens, par exemple. Ouais. Et parfois, y en a qui le prennent mal. C'est que tu ne vois jamais, tu prends jamais des nouvelles, et ceci, cela. Je ne sais pas que je ne prends jamais de nouvelles, c'est que je suis tellement focus dans ce que je fais que tout simplement, j'y pense pas. Et quand je vous vois, je suis là en train de boire un petit verre, en train de discuter. Il y a un moment où mon cerveau va faire genre... J'ai juste dit, ouais, il faut que j'y aille. Et j'ai juste envie de rentrer pour le lendemain être prête à aller skater, quoi. Et ça devient trop comme une obsession. Et je pense que j'étais un peu égoïste par moment, parce que forcément, je choisissais le skate au lieu d'aller voir des gens ou aller à d'autres events ou à un anniversaire ou autre. Et tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller skater, de m'améliorer, d'aller voir des potes, ou d'une certaine façon retrouver une liberté que tu n'as pas quand tu es juste un piéton qui va dans un bar ou qui, je sais pas moi, qui va à la plage. Quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas propre aux sportifs de haut niveau, cette obsession, en fait? Je crois que tu connais Isaura Tibus, que j'ai reçu aussi sur le podcast. T'en as parlé avec d'autres athlètes, justement, de peut-être cette difficulté aussi, parfois, à assumer, finalement, cette passion dévorante? Je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler, c'est qu'on le voit. Et même par rapport à leur accomplissement personnel, quand tu vois les documentaires, les interviews, peu importe le sport, il y a toujours la même chose qui ressort. C'est vraiment faire la différence entre le sport et ta vie personnelle, les échecs, comment tu vis mentalement tes échecs. Et je pense qu'Isadora Tibus, c'est une vraie inspiration pour moi. C'est une personne que je kiffe, quoi. Je la kiffe de ouf. Et parce que je la vois un peu comme... ça, c'est pas du tout le même sport. Hein. Non, on n'est pas du tout les mêmes personnes. Vraiment pas du tout. Mais je me reconnais beaucoup en elle, en fait. Je me reconnais beaucoup en elle et je me dis, purée, elle a réussi à faire ça. Moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et je la vois un peu vraiment comme... on n'a pas trop d'écart d'âge, je pense. Ouais. Mais j'avais un peu comme une grande sœur, quoi. Tu vois. Et, en tant qu'athlète, en tant que personne, et par tout ce qu'elle fait, ce qu'elle accomplit et comment elle gère, en fait, sa personne, ses réseaux, ou... je sais pas, je me vends en elle un peu. Tu vois. Je crois que c'est Lacoste qui vous a présenté et je trouve ça cool qu'il y ait comme ça des opportunités aussi en effet de rencontrer des athlètes dans d'autres sports mais qui finalement ont des dénominateurs communs avec vous et qui ont aussi des enseignements à apporter. Comment est-ce que ta mentalité a changé depuis justement que tu pratiques le sport en compétition? Il y a beaucoup de pression. C'est ce qui revient souvent quand on parle de compète. Tu as beaucoup de pression, tu as beaucoup de joie aussi, parce que quand tu gagnes, c'est toujours bien, mais quand tu perds, tu te détruis. Quand tu perds, c'est qu'est-ce que tu as fait de mal. Forcément, tu dis que tu n'es pas la meilleure, que là, tu n'as pas géré, qu'il te manque ça, qu'il faut que tu apprennes ci, qu'il faut que tu apprennes ça. En fait, tu es ton pire ennemi à ce moment-là. Ouais. Tu te détruis et le moindre petit truc, tu vas le prendre pour toi. Ça devient pénible et si tu ne sais pas comment te sortir de là, tu peux vite... justement avoir peur de faire la compète ou avoir peur de faire et justement échouer encore une fois.
Ça, c'est comme passer le permis. Je sais pas, j'ai jamais passé. Quand tu passes le permis, si tu le rates, tu vas, vas-y, je fais une deuxième fois, une troisième fois. Au bout d'un moment, t'as plus envie, quoi. Non, C'est déjà, c'est ça coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et puis, t'as peur, parce que t'as peur de l'échec, tout simplement. Et c'est ça, en fait, quand tu fais la compète, si t'as peur de l'échec, tu t'iras pas très loin. Et si t'as pas conscience de ce qui ne va pas, ça, c'est pénible. Ça a été quoi le jour le plus difficile à vivre pour toi dans ta vie de longboardeuse? Je crois que c'était pendant une compète, justement, c'était, je crois, championnat du monde. En fait, j'étais déjà malade à Nice. J'étais malade, donc j'ai fait une story. Ouais, je suis malade, je sais pas trop si je vais aller. Après, je me suis dit, ah, Marina, c'est bon, t'as un petit rhume, c'est bon, quoi, tu vois. Et il s'avère que il fait très froid aux Pays-Bas. Donc, c'était encore pire. J'avais le nez, genre, on aurait dit 3 fois le volume. Enfin, bref, c'était tout rouge, j'étais pas bien. J'ai quand même skaté un petit peu. Et finalement, tu sais, quand t'as un peu chaud, tu te sens bien. Sauf que j'étais allée en finale, et en finale, j'étais pas prête. Hein. J'étais assise en train de me moucher comme ça, comme pas possible. Et j'entends mon nom. J'ai dit, mais putain, je suis pas prête. Mais pas prête, ça veut dire pas prête parce que j'ai pas mon skate. Ou Pas parce que prête psychologiquement. Ah oui, j'étais en train de moucher, j'étais pas bien, quoi, tu vois. Et dès les premières secondes, quand j'ai commencé à en faire, je sens mon corps qui me lâche. Mais qui me lâche d'une manière, même là, je le ressens, en fait, parce que j'ai encore la sensation, tu vois. Mais qui me lâche, tu sais même plus comment skater. Tu fais des allers-retours, tu fais 2-3 trucs. Et en plus, je crois que je suis tombée à ma première allée. Du coup, quand tu tombes, t'es déstabilisé. Quand il y a tout le monde qui te regarde. En fait, je m'en voulais trop. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ton job d'être prête. C'est ton job de savoir quand est-ce que tu passes et de gérer, en fait. Et du coup, je me suis juste détruite moi-même. Parce que du coup, j'ai pas fait de podium. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui va pas Après, je me disais, bon... Enfin, ma copine me disait, ouais, mais t'étais malade, c'est normal. Je dis, non, j'ai malade, mais mes jambes, ça marche, ça. Enfin, tu vois, en fait, j'essayais de trouver une excuse pour me dire que j'ai pas géré. Alors que oui, elle a raison, j'étais malade, donc mon corps, forcément, n'allait pas réagir de la même manière. Et c'est pour ça que maintenant, avant de faire des compètes ou avant de me dire je participe à tel truc, je pense d'abord à mon corps. Est-ce que je suis en état de participer? Et c'est ce qui s'est passé là récemment, en octobre, le 7 et 8 octobre. J'ai préféré faire jury à une compète, c'est la première édition du championnat d'Europe. C'était en Allemagne. J'ai préféré faire jury parce que pendant 3 jours, avant, à Barcelone, j'avais shooté. Donc quand je fais des shootings, c'est super fatigant. Et je me suis dit, je vais pas gérer. Je vais pas gérer. Donc pour pas que, encore une fois, je me détruise, je fais jury. Parce que de toute façon, il fallait bien que un jour, je fasse jury, quoi. Je me dis, c'est aussi bien de voir autre chose, tu vois. Donc ça a été cool. Franchement, j'ai vu des choses d'une autre manière. Mais voilà, j'étais fière de moi parce que je me suis dit, bon, Marina, tu t'es pas trop... je me suis pas laissée aller. J'ai préféré préserver en fait ma santé physique et mentale que m'envoyer faire une compétition alors que je savais très bien que j'allais pas être à la hauteur, quoi. Et puis même, ça t'impacte aussi dans ta vie de sportive. Parce que parfois, tu dois faire des choix. Est-ce que tu fais la compète, comme là par exemple, ou est-ce que tu préfères faire du shooting et faire autre chose après, tu vois? Ah, c'est clair, c'est un arbitrage. Écoute, tu soulèves un point hyper important que je voulais aborder avec toi. C'est, bon, d'un côté, évidemment, la santé physique pour un athlète, on y pense, évidemment. Je mange des bonbons. T'as le droit de manger tes bonbons, on est là pour se faire plaisir. Mais il y a aussi l'aspect de la santé mentale qui est hyper important. Et en fait, dans ce que tu partages, je vois cette forme d'exigence envers toi-même qui, je pense, est aussi la raison qui t'amène là où t'es aujourd'hui, mais qui peut être hyper néfaste pour ta santé mentale, parce que tu vois, t'en vouloir d'être malade, c'est dur. Comment est-ce que tu fais pour préserver ta santé mentale? Très bonne question. Déjà, j'ai songé à aller voir une psy, parce que c'est très important. C'est quelque chose que je fuis un petit peu, tu vois, parce que j'ai peur en fait de me livrer. Mais je pense que c'est déjà un très bon pas, parce que souvent on se rend pas compte, on transmet des messages, pas forcément possibles, on transmet des messages à d'autres personnes, donc plus jeunes que soi ou plus âgées que soi. Donc les gens mettent toute leur charge sur toi, parce qu'en fait, tu es la personne qui va les aider, mais en fait, toi qui va t'aider, en fait, qui t'aide. Et c'est là, en fait, le processus de comment je fais pour m'aider. C'est déjà aller voir un psy, c'est d'être moins exigeante avec moi-même, c'est juste d'apprécier des moments personnels autres qu'aller skater, tu vois. Donc c'est des choses que j'essaie de mettre en place parce que je me rends compte que parfois quand je parle aux gens, inconsciemment je bascule sur le skate. Je parle de mes projets, je parle de telle figure, de tel truc. Et quand t'es avec tes potes skateurs, c'est trop bien, c'est bénéf, tu vois. Mais quand t'es avec des personnes lambda, tu te rends vite compte que tu parles beaucoup de toi et que forcément vu que t'as beaucoup de choses à dire, tu vois, tu parles beaucoup.
Et t'oublies en fait ton côté perso, quoi. Est-ce que tu as changé, est-ce qu'il y a un événement qui t'a fait changer de perspective par rapport à la santé mentale? Oui, quand j'étais cyberharcelée sur X, je dirais pas Twitter, X, c'est là où j'ai vu le côté obscur de l'humain. C'est là où je me suis dit, ah, vous êtes vraiment mauvais. Non, vraiment, il y a des gens qui sont mauvais. Ça veut dire que j'avais mis un tweet où je disais que j'étais, quand j'ai gagné le championnat, j'ai dit que j'étais la première femme noire, africaine et capverdienne à avoir gagné ce titre. C'était pas pour dire, ah, regardez, je suis noire. Non, parce que ça se voit en fait, j'ai pas besoin de le dire, tu vois. Mais c'était plus pour inspirer les minorités ou les personnes qui se voient pas, en fait, finalement, dans les campagnes publicitaires, qui ne se voient pas à la télé et qui ne se voient pas tout simplement, en fait, dans ce sport-là. Et quand j'ai gagné, j'ai dit ça parce que je trouvais ça très important de le souligner et de le dire. Et donc, quand tu es une personne sensée, normalement, tu comprends, quoi. Et puis, tu as d'autres personnes qui ont dit, ah, très bien, on connaît pas ton sport, mais bravo, c'est bien, mais tu n'es pas noir. Je dis, ah, je suis violet, je suis pas noir. Je dis, ok. Et en fait, c'est là que tout a commencé. C'est une fille qui a mis un tweet en disant que, voilà, bravo à moi, mais que j'étais pas noire, que j'étais métisse. Et alors, j'explique, métisse, c'est pas une couleur de peau. C'est pas avoir un parent blanc, un parent noir. Pas du tout. Et je commençais à m'expliquer, en fait. Donc, j'étais très diplomate dans mes propos. J'ai pas insulté et tout ça. J'expliquais aux gens que j'étais pas métisse, que mes deux parents sont noirs et que au Cap-Vert, normalement, quand tu voyages et que tu connais le Cap-Vert, c'est un mélange terrible. Tu peux sortir blanche, mais tes parents sont noirs. Enfin, bref. Il y a eu tout ce truc-là sur Twitter. Et donc, les médias se sont dit, oh purée, trop bien. Là, c'est même pas une bagarre noir contre blanc. Là, c'est les noirs, en fait, qui descendent une personne noire, quoi, tu vois. Et pour te dire à quel point c'était grave, c'est que tu as une page de facho qui m'a défendu. Est-ce que tu te rends compte? Une page de facho qui me défendait, en fait. J'ai dit, ouais, ok. En fait, ça m'a beaucoup affecté mentalement parce que, tu sais que ça peut paraître ridicule, hein, mais je me pose la question, je dis, est-ce que je suis noire? Mais c'est une crise identitaire, en fait, presque. Oui, tellement les gens veulent te mettre dans des cases que tu te poses des questions. Je me dis, est-ce que finalement je suis ci? Est-ce que finalement je suis ça? Carrément, ils te disent pas le Cap-Vert, c'est pas en Afrique. Tu vois, il y a tellement ça m'a affecté trop. Ça m'a trop affecté. Je dormais pas, j'avais désactivé, enfin pas désactivé, mais j'allais plus sur mon compte parce que j'avais des... Purée, ça avait fait le tour de tout Twitter, quoi, tu vois. C'est horrible. En fait, j'étais devenue un peu le sujet de discussion de qu'est-ce que c'est une métisse, tu vois. Genre, finalement, les gens avaient oublié la partie sport, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est horrible parce que t'es là pour célébrer un accomplissement qui est hyper louable. Et au final, les personnes viennent tout simplement remettre en question qui tu es. Et en fait, ce qui est difficile, je trouve, dans ces moments-là, pour l'avoir vécu, c'est que t'as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. C'est ça. Alors que, en fait, c'est quoi ton tort? Enfin, juste là, on se pose 2 secondes. Quel est ton tort? Rien. Enfin, tu vois, absolument rien. C'est quand même fou. Et il y avait quelqu'un, une fille sur Twitter elle s'appelle Kelly. Elle avait dit, mais quand est-ce que vous allez vous arrêter de vous acharner sur à la limite une adolescente, quoi. Enfin, elle a 23 ans, ok, mais c'est quand même, ça reste un bébé. À quel moment des grands darons comme ça de 40 ans vous acharnez sur une petite? Elle a gagné une compétition. Elle célèbre ce qui est normal. Elle le partage avec vous. Donc, en fait, franchement, il y a beaucoup de bienveillance. Tu vois, 90% des commentaires, c'est vraiment... Ouais, mais on retient toujours les 10%. Mais clairement. Et quelqu'un avait dit, là, vous vous acharnez sur elle, vous allez voir dans quelques années, elle va vous faire des campagnes, elle va participer à plein de trucs. Et c'est ce qui est arrivé l'année d'après. Tu sais, j'avais fait une pub pour pour une marque, je vais pas citer, mais j'ai fait plein de trucs, quoi, tu vois. Et je continue à en faire maintenant. Et pour moi, ce n'est que le début, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est vrai que si on élargit un peu le sujet, parce que moi, je trouve ça important de parler de ça, encore une fois, même si tout le monde n'est pas d'accord, le but, c'est d'échanger. Mais ce qui devient compliqué, c'est que d'un côté, je suis pour, en effet, montrer de la diversité, souligner les accomplissements de différentes minorités, et puis le plus possible, finalement, de mixité. Et de l'autre, l'écueil que ça peut créer, c'est que du coup, il y a une espèce de hiérarchie dans l'identité où, enfin, tu vois, dernièrement, on m'a reproché d'être une femme blanche, hétéro, cisgenre. Et en fait, j'étais là, désolé les gars. Enfin, du coup, je dois m'excuser parce que je cumule pas. En effet, je suis privilégiée, tu vois. Wow. Mais en fait, est-ce que ça fait avancer le débat? Est-ce que du coup, parce que je suis une femme blanche, machin, vous devez être contre moi? Est-ce que mon identité devrait être une raison? C'est dingue. De dénonciation, entre guillemets, ou de... Enfin, et je trouve qu'en fait, ça annule totalement le débat, tu vois. Et là, t'en as été la preuve. C'est-à-dire que
T'expliquer, en fait, pour certaines personnes, être africain, être noir, c'est avoir les cheveux crépus et la peau mais foncée, limite comme du charbon, quoi, tu vois. C'est pour ça être noir. Je dis, mais en fait, ça se voit que vous êtes né peut-être en Europe et que vous n'êtes jamais allé en Afrique. Parce qu'en Afrique, tu as des personnes blanches qui sont africaines, tout simplement. En commençant par ma grand-mère, qui est très claire de peau, tu vois. Mais en fait, ça crée quand même ce qu'on appelle le colorisme, tout simplement. C'est que plus tu es clair de peau, plus tu te rapproches des blancs, tu vois. Donc, plus tu es privilégié, plus tu es beau, plus tu es belle. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es foncé, c'est plus tu te rapproches de tes ancêtres africains, tes ancêtres esclaves, tes ancêtres noirs. Et en fait, ça vient du temps de l'esclavage. Quand tu étais clair de peau, tu travaillais dans des maisons, tu vois, les nègres de maison. Et quand tu étais très foncé de peau, tu étais un échange de coton, tu vois. Et ça vient de très très loin. Et je pense qu'il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me documente. Les soirs, quand par exemple, j'ai entre guillemets rien à faire, je fais des recherches. J'essaie d'avoir une culture, en fait, une culture générale enrichie. Quand on me dit certains trucs, pour que je sois au courant. Et quand on me dit que je ne sais pas, je vais les chercher, tu vois. Ouais. Mais souvent, en fait, quand les gens sont méchants comme ça, c'est souvent des incultes ou les gens qui rejettent leur propre méchanceté sur toi. Tu vois, ou leur insécurité, tout simplement. C'est vrai. Non, mais du coup, c'est vrai que je sais même plus comment me positionner, dans le sens où je ne nie pas et je reconnais le fait que c'est la réalité de personnes foncées de peau, en fait, est beaucoup plus difficile que des personnes claires de peau. Mais du coup, je vois pas pourquoi, du coup, on devrait reprocher à des personnes qui sont claires. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas, disons, une opposition. C'est plus genre reconnaître, mettre en avant des personnes qui ont été invisibilisées. C'est hyper essentiel, c'est ce que tu as voulu faire. Exact. Mais voilà, sans créer forcément de hiérarchie. Mais bon, ça pourrait être un long débat. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Parce qu'en fait, je me dis, tu as gagné un championnat du monde. On peut pas vraiment faire plus. Je trouve ça difficile quand on atteint des étapes aussi importantes à un jeune âge, de continuer finalement à rêver et à se projeter. Je suis dans une étape de ma vie où je sens que j'ai plus rien à prouver. Dans le sens où, tu sais, quand tu as certaines personnes qui commencent ou qui sont déjà un peu dans le milieu, qui se sentent inspirées par ta personne, c'est que déjà tu as fait un taf énorme, tu vois. Malgré toi, tu es quelqu'un, tu vois, et les gens te suivent pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Donc là, pour moi, c'est vraiment la transmission. Ok. C'est vraiment... si je fais des combats, c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire. Sinon, je le fais pas. Et je sais que même en le faisant pas, je perds rien en soi. Parce que mon talent, il bouge pas. Il bouge pas. Et moi, je pense que là, en ce moment, je cherche vraiment juste à faire passer des messages et à motiver plein de filles et plein de garçons à commencer à se lancer, tu vois. Parce que je trouve que c'est un sport, je dirais que c'est une manière de vivre, c'est de l'art et c'est un sport, tu vois, où ça t'apprend la vie. Tu sais, quand tu tombes, souvent on dit oui, tu tombes, tu te relèves. Cette phrase, elle est vraiment classique, tu vois. Mais dans le skate, c'est littéralement ça. Ouais. Quand tu tombes... tu souffres et puis tu te relèves. Et bizarrement, moi je kiffe ça. Hein. Quand je tombe, ça montre bien que je fais des erreurs et que je progresse, tu vois. Ouais. Si tu tombes pas, c'est qu'il y a un petit souci, quoi. Tu prends pas assez de risques. Tu prends pas assez de risques, exact. Et du coup, moi, quand je me dis, ouais, putain, je tombe et je me relève, c'est trop bien parce qu'en fait, dans la vie, t'as des échecs et t'apprends à les surmonter. Tu vois, et dans le skate, t'as des objectifs à atteindre, certains tricks. Et dans la vie, c'est pareil. Quelle a été l'épreuve la plus difficile à surmonter pour toi? Je pense que c'était vraiment le cyberharcèlement. Ça m'a beaucoup affecté. J'avais un entourage à ce moment-là très... du coup, que j'ai restreint par rapport à la confiance que j'accordais aux gens. Donc, je ne suis pas une personne qui m'ouvre très rapidement. Donc, je sais confiance à quelques personnes. Mais j'attendais aussi de la part d'autres personnes peut-être d'être à l'écoute ou d'être là. Et c'est ce que je n'ai pas eu. Et je pense que c'est ce qui m'a fait beaucoup... ça m'a fait du mal de voir que forcément, les personnes que j'attendais, j'attendais de leur part un certain soutien. Ils ne voyaient pas vraiment à quel point c'était grave, tu vois. Parce que j'ai quand même fait une dépression, tu vois, après ça. Ah bon? Oui. Donc, quand je dis que c'est grave, c'était vraiment grave. J'étais pas bien, quoi. Et comment ça s'est manifesté? Comment tu t'es rendu compte, tout simplement, que tu étais en dépression? Parce que parfois, c'est difficile. Tout simplement. Le suicide, tu vois. J'en ai jamais parlé vraiment, mais... Tu y as pensé? Ah oui, non, mais j'étais à deux doigts. C'était terrible. Parce que quand je te dis que ça m'affectait, c'est que c'était des centaines de messages par jour, voire même des appels. Enfin, c'était trop. Pour une personne qui n'a jamais vécu ça, quand tu vis ça et que tu vois que des personnes que tu ne connais même pas t'insultent, te menacent, ils avaient calculé mon pourcentage de sang noir, pourcentage. Je te jure, c'est vrai, j'ai encore des screens.
ils ont calculé des pourcentages de sang noir, sang blanc. Ils ont pris une photo de mon beau-père avec ma petite sœur qui était assise sur ses genoux. Ils ont dit que c'était moi et que c'était mon père. Donc je mentais que mon père était blanc. Enfin bref, plein de trucs comme ça, tu vois. Et arrivé à un point, j'arrivais plus à gérer. C'est pour ça que du coup, heureusement, j'étais entourée, tu vois. Mais j'ai dû couper, je regardais plus mes réseaux. Forcément, les médias qui en rajoutent un coup parce que quand eux, il leur faut la matière, tu vois. Donc, ils ramènent le sujet. Par exemple, tu as des médias que je ne vais pas citer, mais qui font leur montage. La première chose qu'ils mettent dans les vidéos pour créer la polémique, ils te sortent le contexte de ce que tu as dit pendant l'interview pour en gros faire, tu vois, genre la tête d'affiche un peu la putaclic, quoi. Exactement. Ouais. Et donc, forcément, toi, tu peux pas t'empêcher. Tu vas aller regarder les commentaires. Ouais. Et tu vas des commentaires, mais genre horribles. Ouais. Tu te remets en question. Tu dis, est-ce que je dois continuer à faire ça? Et du coup, bah, tu sais, maintenant, j'en parle tranquillement parce que je suis passée outre, tu vois. Mais quand tu as 23 ans et que tu lis tout ça et que tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Bah, rien. Tu sors dans la rue, tu sais très bien que des personnes ont vu cette interview-là et qu'il y a plein de choses qui ont été sorties de son contexte. Tu commences à imaginer qu'est-ce que les personnes en pensent. Limite, au lieu de t'aborder par qui tu es, ça va t'aborder comme la femme noire qui est machin. Du coup, tu sais, d'un côté, je me suis dit, j'ai bien fait de le dire, mais parfois, qu'est-ce que je regrette? Je me dis, mais purée, j'aurais jamais dû dire ça, tu vois. Et tu vois, tu soulignes un point tellement important où toutes les personnes qui décident, qui ont le courage de s'emparer de sujets engagés ont un moment posé dans leur vie, c'est est-ce que je fais bien de m'engager? Et en fait, ce qui est terrible, c'est que les conséquences de nos prises de parole peuvent nous dégoûter. Et du coup, on va dire mettre un terme à notre, pas militantisme, mais une forme quand même d'activisme, tu vois. Et ça, c'est pour moi, c'est terrible. Et moi, je te félicite, même si tu n'aurais jamais dû avoir à passer ça. En fait, c'est que c'est un peu comme on se disait tout à l'heure pour les normes. En fait, c'est parce que tu as eu le courage de t'exprimer que tu vas faire bouger les lignes. Et aujourd'hui, ça vient au prix. Aujourd'hui, je suis fière. Tu vois, mais aujourd'hui, je malheureusement, regrette ça vient au prix de ta santé mentale, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le plus dur. C'est est-ce qu'on peut juste respecter finalement la parole de l'autre et déjà. Voilà, je suis vraiment pour envoyer un gros big up à toutes les personnes qui prennent le risque finalement de s'exprimer et de prendre position parce que ça demande énormément de courage, quoi. Bah, qui dénonce expose, hein, tout simplement. Ouais. Quand tu prends la parole, surtout en France, tu sais très bien que tu auras forcément quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Je sais pas que je m'y attendais un peu, mais en fait, non, même pas, je m'y attendais même pas. Ah non, mais et c'est ça en fait qui m'a vraiment tuée, quoi. C'est sûr. Comment tu relèves la pente? Je sais pas. Franchement, je pense que c'est encore une fois le fait d'avoir gardé ma relation avec ma board, quoi. Parce que moi, quand je skate, c'est la liberté. Tu penses pas à tes problèmes, t'es là à fond, t'es concentré sur ce que tu veux faire. Et je sais pas, c'est comme un petit comprimé que tu prends qui va te... rebooster, quoi. Voilà, qui va te rebooster, quoi. Merci de ton témoignage et ton partage. J'espère que ça pourra aider. Et je rappelle, ce n'est pas une honte d'aller mal et vous pouvez vous tourner vers des personnes, des professionnels qui peuvent vous aider. Écoute, pour terminer, j'ai quelques petites dernières questions pour toi. Dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais nous partager une ressource? Ça peut être un film ou un livre ou ce que tu veux, qui t'a touché et que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent. C'est un livre sur le développement personnel. Ok. Je crois que c'était comment gérer ses émotions. En fait, tout ce qui est livre sur le développement personnel, et comment gérer ses émotions, moi, ça m'a beaucoup aidé. Okay. J'ai vraiment quelque chose qui m'a marqué en lisant ces livres-là. C'est que y avait un exemple dans ce livre qui disait que souvent, on en voulait aux gens et qu'on leur attribuait la faute de beaucoup de choses. Et cet exemple disait que, donc imaginons que tu te fais mal, tu vois, là, tu te fais mal, donc la blessure, là, tu la vois pas comme ça. Ok. Donc moi, je sais que j'ai mal. Je sais que j'ai une ouverture d'une blessure quelconque, que ce soit intérieurement parlant ou extérieurement parlant, tu vois. Je sais que j'ai la blessure. Maintenant, tu me serres la main. Vas-y, serre-moi la main. Tu me fais mal. Tu m'as fait mal. Donc, je vais t'en vouloir parce que tu m'as fait mal. Mais est-ce que tu savais que j'avais mal, que j'avais cette blessure-là? Non. Est-ce que moi, j'ai soigné ma blessure interne pour que ça ne puisse pas me faire mal? En fait, c'était tout simplement soigner sa blessure, mettre un pansement. Quand tu me serres la main,
tu me fais mal, oui, mais tu vois que j'ai une blessure et tu seras en guise de comprendre pourquoi je t'en ai voulu sur le moment, tu vois. Ou même moi, je peux me dire, elle n'a pas fait exprès parce que tu as une blessure, tu vois. Et donc, c'était ça que j'avais retenu, c'est que souvent, en fait, si on ne soigne pas ces blessures internes, on en veut très facilement aux gens qui nous entourent. Et en fait, ça, c'est valable pour n'importe quel sujet. Là, c'est très puissant comme métaphore. Ah oui, c'est très vrai, ça permet de... Enfin, en fait, on interprète par rapport à notre vécu, notre histoire. Exact. C'est pas forcément de la faute de l'autre. J'avais lu... Tu réagis sur le coup, en fait. J'avais lu une métaphore un peu dans le genre, mais c'était plus par rapport à la colère. Je crois que c'est Bouddha qui dit ça. Que quand t'es en colère, finalement, c'est comme se saisir d'un charbon ardent pour l'envoyer à l'autre, mais c'est toi qui te brûles d'abord. Et pareil, ça m'avait fait réfléchir à ça, que la colère nous fait plus de mal qu'autre chose, en fait. Bah ouais. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, donc ce podcast, qui est-ce que tu aimerais entendre, à part Rihanna? J'allais grave dire ça, non, je rigole. Qu'est-ce que j'aimerais entendre? Franchement, Taubira. Ah ouais. Ouais, Madame Taubira. Ouais. Elle est déjà revenue en plus. Ah ouais? Ouais, quelqu'un l'a déjà... Je sais plus qui, mais il y a déjà un invité qui Madame l'a partagé. Taubira, je pense que c'est une femme... elle mérite d'être entendue. Je pense que... Tu vois, moi, je suis très jeune, mais je me dis, entendre sa sagesse et ce qu'elle a à dire, ou sinon... Alors, Madame Taubira, ou sinon, La Falaise Dion. Ok. La Falaise Dion, elle est exceptionnelle. Pour moi, je la vois comme ma mère, en fait. Je l'appelle Mother, tu vois. C'est une personne qui a des choses à dire. Ouais. Qui a des choses à dire. Et même, tu verras que quand tu vas lui parler, tu vas être juste hypnotisé, en fait. Tu vas vraiment, en fait, elle va te ramener dans son monde. Et que quand elle va parler, tu vas l'écouter. Mais enfin, bref, ouais, La Falaise Dion ou Madame Taubira, je pense. Trop bien. Bah écoute, je vais regarder ça. Et puis Rihanna, on n'oublie pas quand même. Sinon, Elisabeth Moreno. Ah oui. L'ex-ministre. Oui. Ouais. Et toi, du coup, qui t'aimerais recevoir dans ton podcast? Écoute, il y a des athlètes Lacoste que j'admire beaucoup. Il y a Venus Williams déjà. Genre vraiment facile, surtout depuis en plus que j'ai vu le film, tu vois, sur leur vie. Et puis Joko, en vrai, je dis pas non. Donc Joko, si tu nous écoutes, tu vois, on te garde ta place bien au chaud. La dernière question du podcast que je pose à tous mes invités, c'est la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Prendre le pouvoir de sa vie. Pour moi, ça signifie se permettre d'être vulnérable, permettre d'être aidé et prendre conscience de ses blessures et les soigner. Et une fois que tu as conscience de ça, je pense que tu peux être qui tu veux et que tu peux faire ce que tu veux. Parce que tant que tu es freiné par tes blessures, tant que tu es freiné par le fait d'avoir peur d'être jugé ou d'être mal vu par rapport à tes actes, en fait, tu seras comme emprisonné, en fait, parce qu'au final, tu n'es pas toi-même. Tu t'as beau te faire croire que ouais, je fais ce que je veux, je suis moi-même, mais tu ne l'es pas parce que tu te soucies en fait, encore de ce que les gens peuvent penser et de ce qu'ils peuvent dire ou par tes peurs, tout simplement, de perdre certaines personnes, de perdre des followers, de perdre un contact. Mais justement, La Falaise Dion, c'est ce qu'elle m'avait dit et qui m'est resté dans la tête, c'est que tout viendra à toi en temps voulu si tu restes toi-même. Elle m'a dit, tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, de faire des choses... T'as pas besoin de faire quoi que ce soit en plus pour que les marques ou que les personnes viennent vers toi. Si t'es toi-même et si t'es fidèle à tes principes, ça viendra à toi, tu vois. Et faut pas oublier que faut pas non plus rester les bras croisés, tu vois. C'est pas en faisant comme ça que les gens vont t'entendre ou qu'ils vont s'intéresser à toi. C'est qu'il faut aussi travailler pour arriver à ses fins, tu vois. Mais il faut pas être une personne, on va être fake. Ça sert à rien. Donc être proactif en restant fidèle à soi-même. Exact. Bah, merci beaucoup Marina. De rien. Franchement, merci. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, suivre tes actus, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Sur mon Instagram. C'est là-bas où je suis le plus active et où vraiment tu vois l'essence de ma personne parce que je partage de tout, soit de ma vie personnelle à mes projets pro. Génial. Bah, merci beaucoup Marina et puis j'espère à très bientôt. Yes.